Super, bienvenue à tous. C'est déjà tard, c'est toujours lourd et difficile d'être la dernière table ronde, mais on va être court et punchy et provocatif, j'espère. Vous allez deviner très vite que le français, c'est pas ma langue maternelle, c'est la troisième entre 5 que je parle plus ou moins, mais je vais faire mon meilleur pour animer cette table ronde qui va être très engageante. Donc, je veux, comme j'ai dit, commencer avec une provocation. Il y a des gens qui disent la finance, tu peux oublier, parce que finalement, c'est l'industrie réelle qui va décider. La finance va suivre, donc on ne doit pas en parler. Il y a des autres qui disent c'est toujours la finance qui guide, qui décide. Par exemple, je pense au secteur d'impact, le secteur économie sociale et solidaire. Il y a toujours le débat, c'est le financement qui nous manque, donc on n'a pas l'impact qu'on veut avoir. Et bien sûr, on va suivre la deuxième perspective. Si on est dans cette deuxième perspective, je pense qu'il doit avoir une réalisation, qu'il y a eu une évolution dans le secteur finance durable, finance à impact. Il y avait 3 différents âges. Le premier âge, c'était l'âge des grandes promesses, des visions. Le deuxième, c'était plutôt le reporting. Et maintenant, on est entré dans l'âge des preuves. Et c'est notre sujet pour aujourd'hui. Et c'est le sujet qu'on veut traiter ici. Après, il faut aussi réaliser, si on est dans cette situation-là, il y a plusieurs tensions qui arrivent. D'un côté, on veut avoir la transparence, mais d'autre côté, si on a trop de données, ça devient très complexe et ça devient très difficile à gérer. On veut l'impact et on dit toujours l'impact, c'est toujours quelque chose qui est fait en mesure. C'est quelque chose qui doit réagir aux réalités dans le terrain, sur le terrain. Et de l'autre côté, il faut avoir une allocation du capital. J'invite Jérôme comme premier intervenant de l'AMF, apportant la perspective régulateur, à nous dire aujourd'hui, il y a vraiment une difficulté de ne pas être over-standardisé et de l'autre côté, de ne pas inonder dans la complexité de la régulation financière. Comment est-ce que vous gérez ça et est-ce que vous voyez des terrains d'amélioration qu'on peut avoir dans ce terrain? Merci d'abord, merci de m'avoir invité. Alors, je vais commencer par réagir à ces propos introductifs. Il faut dire que je pense que la finance peut faire pas mal de choses, mais il ne faut pas lui demander trop. Et en fait, ça va être le thème principal de mon intervention, c'est que je crois qu'il faut bien prendre conscience que ce qu'on fait avec la finance durable, ça ne peut pas épuiser le sujet de la transition. Ça ne peut être que le complément d'autres types d'interventions, publiques ou privées d'ailleurs. Mais ça ne dirige pas à la fin ce qu'on peut faire en termes de transition. Alors, je voudrais structurer mon propos, je vais essayer d'être rapide et punchy puisque c'est la demande en 2 parties. Je vais d'abord essayer d'expliquer un peu ce que l'AMF fait et ne fait pas, et je pense que ça permettra de mesurer en fait ce qu'on peut espérer de la finance durable. Puis ensuite, je reviendrai très vite sur les différentes difficultés du corpus réglementaire aujourd'hui. Alors, la finance durable, c'est un continent, hein, ce que l'AMF fait, c'est la partie de la finance durable qui renvoie à la transparence. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui impose des obligations de disclosure aux émetteurs, aux producteurs qui fabriquent des supports d'investissement, des fonds, des produits d'assurance, et aux distributeurs, les banques, les brokers qui distribuent ces produits et qui orientent du coup les épargnants vers des produits qui sont conformes à leurs préférences en matière de durabilité. Et donc, c'est une réglementation qui compte sur les investisseurs. Et ça permet de voir aussi pourquoi, en fait, c'est une réglementation qui ne peut pas fonctionner comme un deus ex machina vis-à-vis de la transition. Parce qu'en fait, ça fonctionne dans la mesure où les investisseurs ont effectivement des préférences de durabilité suffisamment fortes et qui s'expriment par un impact sur le couple risque-rendement qu'ils attendent quand ils investissent dans un actif plus ou moins durable. Alors, ça n'épuise pas le sujet de la finance durable puisque nos collègues régulateurs bancaires et assurantiels, eux, ils ont une autre notion de finance durable qui est la notion
de risque de transition et la manière dont on l'incorpore en fait dans les exigences en fonds propres pour les banques et les assurances. Mais ça, c'est pas un sujet qui est dans le périmètre de l'AMF. Cela dit, je pense que la conclusion que moi j'en tire pour le périmètre de l'AMF, elle est vraie aussi pour les régulateurs bancaires et prudentiels. Hein. C'est que quand on regarde l'impact que ça peut représenter en termes d'incitation à transformer nos économies, c'est de toute façon pas en autonomie un impact dont l'ordre de grandeur est suffisant pour être un substitut d'une politique industrielle. Et je pense qu'il faut bien insister là-dessus. L'AMF, nous ne sommes pas un régulateur industriel. Nous ne sommes pas là pour décider si un actif peut être financé ou pas être financé, si on peut orienter des flux de financement vers un secteur plutôt qu'un autre ou vers une société plutôt qu'un autre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de l'information. Et cette information, elle est supposée, en bâtissant sur le fait que les investisseurs ont des préférences de durabilité, orienter les financements et donner un avantage de financement et faire émerger un prix au risque de durabilité dans le marché. Alors c'est ce qu'on appelle dans le langage de l'AMF les 3 C. On vérifie que l'information qui est produite par les émetteurs est claire, qu'elle est complète et qu'elle est cohérente. Ça veut dire d'ailleurs aussi que nous, on ne se substitue pas à la totalité de la chaîne d'intermédiaires. Par exemple, on ne fait pas le travail des commissaires aux comptes, on ne va pas vérifier la véracité physique d'affirmations qui sont faites par des émetteurs. On peut le faire parfois dans un contexte d'enquête, mais en règle générale, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que l'information qui soit produite, elle soit intelligible pour les investisseurs. On ne peut pas aller jusqu'à regarder et émettre un jugement sur est-ce que l'usine qui est localisée au Brésil, elle a vraiment les propriétés physiques qui sont décrites dans la déclaration extra-financière d'un émetteur. Et de même, quand on regarde ce qui se passe au niveau, cette fois, des épargnants, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder si l'information qui est fournie à l'épargnant, elle est claire et compréhensible. Donc, ce qui nous intéresse avant tout, c'est qu'il y ait le bon dosage dans la quantité et la qualité de l'information qui est fournie à l'épargnant pour essayer d'être proche d'un optimum. La plupart des épargnants ne vont pas être capables de processer une information qui est trop complexe. Donc, nous, de notre point de vue, l'optimum, ce n'est pas toujours plus d'informations. C'est l'information qui est vraiment utilisable. Alors heureusement, tout indique que les épargnants se préoccupent effectivement de durabilité. Il y a des enquêtes qui sont faites là-dessus et qui montrent que les épargnants, dans leur immense majorité, expriment des préférences en matière de durabilité, ont l'ambition d'intégrer une dimension de durabilité dans la gestion de leur portefeuille. Et donc c'est pour ça que l'AMF, indépendamment, je dirais, des décisions politiques qui peuvent être prises sur les curseurs qui sont mis dans cette réglementation, considère que la finance durable, c'est un aspect central de notre vocation aujourd'hui au service de la protection des investisseurs. On l'a mis dans notre plan stratégique pour la période 2023-2027. Et indépendamment des décisions politiques qui ont été prises ces derniers mois et qui ont conduit à revoir certains éléments du cadre réglementaire, nous, on continue de penser que c'est un enjeu prioritaire. Et d'ailleurs, je le dis au passage, je pense que Céline élaborera aussi là-dessus, c'est une force de la gestion française. Donc c'est aussi en fait un enjeu industriel pour le secteur financier français. Alors, maintenant que j'ai essayé de gérer les attentes, j'en viens aux difficultés. Je vais être très très rapide puisqu'on a dit rapide et punchy. Oui, en fait, on avait parlé beaucoup de l'innovation, des choses qui existent déjà. On a parlé qu'est-ce qui marche très bien, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre échange préparatoire. C'est peut-être quelque chose qu'on peut approfondir. Donc, je pense qu'on peut essayer de résumer un peu ces débats en disant il y a 3 grands types de difficultés. Il y a une première question, c'est est-ce que la réglementation est trop complexe? Donc, ces derniers temps, on a beaucoup travaillé, notamment sur la réglementation émetteur. Vous savez tous que la directive CSRD a été révisée avec un niveau d'exigence drastiquement à la baisse. Alors moi, je ne peux pas commenter les décisions politiques qui sont prises par les co-législateurs. Nous, on ne fait que l'appliquer. Ce que l'AMF avait expérimenté dans notre relation avec les émetteurs, c'est qu'effectivement, la mise en œuvre de la directive était extrêmement compliquée. Et par ailleurs, il y avait un objectif tout à fait explicite qui était de fournir une information qui allait bien au-delà de l'information dont les investisseurs avaient vraiment besoin. Et d'ailleurs, c'est très clair dans les orientations politiques de la première version de la CSRD. Il y avait des considérants qui éclairaient le fait que l'objectif des co-législateurs, c'était aussi de fournir une information qui serait utile pour la société civile, les salariés, les contreparties, les clients, les fournisseurs. Donc cet effort de révision a essayé avec pour but d'essayer de simplifier. Nous, on a plutôt une appréciation positive du résultat de cette simplification. Ce qu'on pense, c'est qu'il est très important qu'elle s'étende aux autres silos de la réglementation, parce que cette réglementation a malheureusement été construite avec des silos qui sont séparés les uns des autres. Donc il y a 2 autres silos qui sont très importants. Il y en a un qui porte sur les produits, qui est la réglementation dite SFDR, qu'on est en train de réviser,
et qui a aussi vocation à être révisé dans un objectif de simplification. Alors cette fois, ce n'est pas tellement la simplification des exigences qui sont faites pour les professionnels des marchés financiers, c'est la simplification du cadre, c'est-à-dire qu'on essaye de fournir un label public qui soit aisément intuitif et compréhensible pour les épargnants, et on pense que c'est une très bonne chose. Et puis la dernière brique, c'est les préférences de durabilité. Ça, c'est trop complexe. Ensuite, il y a trop ou pas assez précis. Ça, c'est le point sur lequel vous êtes parti. Alors là-dessus, nous, vu de l'AMF, il faut que la réglementation soit précise. Je rappelle qu'on est le gendarme des marchés financiers, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'on fait, c'est que quand on repère des situations où nos attentes ne sont pas remplies, on va sanctionner. Et on est efficace dans notre mission à hauteur de notre capacité, le cas échéant, mais c'est toujours un échec pour nous de sanctionner parce qu'on essaie d'être dissuasif. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on ait le potentiel de sanction. Or, pour sanctionner, il faut que la réglementation soit précise. C'est très difficile pour nous de sanctionner, mettons, une documentation commerciale sur la base du fait que les affirmations qui sont dedans sont pas claires et pas compréhensibles. Parce que le niveau de preuve qu'il faut fournir pour arriver à démontrer ça est très élevé, et à juste titre, c'est un problème de protection des droits fondamentaux. Donc nous, on a besoin que la réglementation soit assez claire sur le type d'informations qu'on doit trouver. Et ça nous permet de travailler sur un terrain qui est beaucoup plus sûr. Donc ça veut dire qu'on a besoin que la réglementation soit précise. Mais là encore, il y a un équilibre parce qu'il faut qu'elle soit précise, mais qu'elle ne tue pas l'innovation. Donc la réglementation, elle a pour objectif d'être complémentaire en fait, d'innovations qui sont faites par le secteur. Et donc là, on peut en citer quelques-unes. La principale, c'est les labels. Il y a le label ISR, par exemple, qui est une force de l'industrie française. La réglementation n'a pas vocation à reprendre à son compte la totalité de ce qui est produit par l'industrie. C'est pour ça, par exemple, que l'AMF n'a pas plaidé pour qu'on introduise dans la réglementation des dispositions prescriptives sur la catégorie des fonds à impact. Parce qu'on considère que c'est trop un marché de niche. Il y a des pratiques divergentes et qui sont tout à fait plaidables d'un point de vue technique. Si on les avait intégrées dans la réglementation, on les aurait normalisées. Et donc, au passage, on aurait tué des approches qui sont parfaitement légitimes, mais qui s'adressent à des investisseurs qui sont relativement sophistiqués. Et donc, je ne pense pas que ce soit proportionné que la réglementation aille jusqu'à ce point. Voilà. Et puis, la dernière chose que je veux mentionner quand même, qui me paraît très importante, c'est une réglementation cohérente et équilibrée. Alors, je mets deux choses là-dedans. La première chose, c'est la question de la data. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le panel précédent. Je pense que c'est un sujet hyper important. Toute cette réglementation crée des besoins d'accès à la data. On est tout à fait conscient que ça entraîne des coûts pour les émetteurs, les intermédiaires financiers. Et puis, il y a une autre dimension qui nous préoccupe beaucoup, c'est que ça entraîne une dépendance et donc un risque de perte de souveraineté. Parce que le marché de la data, en particulier la data financière, est en train de se concentrer. Il se concentre dans les mains d'acteurs qui, pour l'essentiel, ne sont pas des acteurs européens. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation pour nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'AMF a plaidé pour qu'en fait, on étende les dispositions réglementaires à l'ensemble des fournisseurs de data en matière de transparence, parce qu'on pense que c'est une façon de rééquilibrer les relations commerciales entre l'industrie financière française et européenne et ces grands fournisseurs de data, et d'éviter au passage qu'il y ait des standards industriels qui s'imposent de manière indirecte par le biais des choix qui sont faits par ces fournisseurs de data, qui sont des choix méthodologiques qu'on comprend pas toujours très bien. Et il faut donc faire en sorte que notre réglementation, elle parle avec la réglementation qui existe dans les autres juridictions. Et je m'arrête là, je suis désolé. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment de réduire la complexité, avoir une clarté dans les règles, mais aussi avoir de l'espace pour l'innovation. Je vais passer le mot à Cécile, qui est directrice de l'Institut de la finance durable. Cécile, quand on s'est rencontrés, on a parlé de la CSRD. La CSRD est un outil qui essaie de faire tout ça. Mais est-ce qu'elle arrive vraiment et comment est-ce qu'on peut interpréter la CSRD dans une façon stratégique qui aide les entreprises à vraiment implémenter des actions impactantes? Alors, tout à fait, merci beaucoup. Alors, ça va venir effectivement compléter les propos de Jérôme juste avant. Ce qu'on voit quand même dans l'action de simplification qui a été mise en place depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est drivé par cette nécessité de se concentrer sur des indicateurs un peu plus essentiels pour le pilotage aussi de la stratégie des entreprises. Parce que globalement, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment cet enjeu-là, c'est de s'assurer que ce cadre de reporting, de standardisation, etc., puisse réellement servir au pilotage stratégique des entreprises. Et qu'on n'aboutisse pas à une situation où on fait juste cocher des cases de reporting et que derrière, ça ne soit pas utilisé pour le pilotage stratégique.
Et ça, je pense que beaucoup d'entreprises se sont saisies de ce sujet-là. On a la première vague de reporting CSRD qui est quand même qui apporte pas mal d'éléments sur ce sujet-là. In fine, ce qui est important avec toute cette démarche de standardisation sur la partie environnementale, c'est qu'on s'assure qu'on ait des indicateurs qui permettent d'internaliser en fait les externalités environnementales dans la prise de décision, qu'on arrive aussi à trouver des solutions, et ça, c'est pas la CSRD qui va le permettre, mais la question des plans de transition qui est quand même d'intégrer cette question de temps long et de trajectoire. Nous, ce qu'on a fait après avec l'ensemble de la place de Paris, ça a été de se dire sur la partie décarbonation déjà, quelles sont les étapes clés, les indicateurs clés dont on a absolument besoin du point de vue de l'analyste financier pour pouvoir regarder un plan de transition d'une entreprise. Et ça, la CSRD, le fait de standardiser, amène ça. Et in fine, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est pas que tous les analystes financiers aient la même interprétation, parce que c'est pas le but, mais qu'en revanche, il y ait une standardisation de l'approche. Ça permet, in fine, de s'assurer que l'entreprise aura quelque part, et a déjà pour certaines, accorde le même niveau d'importance de sa notation de crédit que de sa notation environnementale. Et ça, c'est vraiment dans cette démarche-là, je pense que tout ce cadre de reporting, de transparence, etc., doit s'inscrire. Mais il faut que ça reste lisible pour pouvoir être utilisé dans le cadre d'un pilotage stratégique. On a parlé de la question qui va encore un peu dehors ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser je reste encore avec vous, Cécile. Comment est-ce qu'on peut utiliser cet cadrage nouvelle pour vraiment engager les entreprises de dérisquer les investissements, d'investir dans leur stratégie adaptation ou bas carbone? Est-ce que vous avez des exemples, des bonnes pratiques, comment on peut les engager dans une façon meilleure? Alors, sur la question de l'adaptation au changement climatique, c'est une très bonne question. Nous, on a lancé des travaux là sur l'intégration de ces questions risque climat et adaptation dans le cadre de l'analyse extra-financière. Le chemin est encore... Enfin, c'est une discipline en construction de façon à ce qu'on arrive à s'assurer d'avoir une certaine discipline de place sur ce sujet-là. Mais c'est absolument essentiel parce qu'à partir du moment où on a ce cadrage sur l'analyse extra-financière, derrière, ça permet de mieux cerner les sujets et de mieux les traiter à la fois en termes de risques, mais aussi d'opportunités. Et en tout cas, sur la partie adaptation risque climat, on voit que l'ensemble des acteurs de la place maintenant sont très très fortement mobilisés sur ce sujet-là. C'est très dynamique et on va rentrer dans une phase un peu de mise en cohérence et pas standardisation, mais en tout cas d'avoir une discipline plus précise sur ces sujets-là. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer le mot à Anne-Sophie, représentante de la banque Arkéa Entreprises et Institutionnelles. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur la banque et les missions. Ce qui est particulier, c'est que c'est une banque coopérative et on a parlé beaucoup de l'engagement sur les terrains et de la mobilisation des parties prenantes et comment est-ce que vous gérez cette mission. Merci, bonjour à tous. Alors si je devais vous présenter Arkéa Banque entreprise et institutionnelle en une phrase, je pourrais vous dire que nous sommes la banque des ETI au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Donc plus précisément, nous accompagnons à peu près 15 000 clients chez Arkéa Banque sur toute la France métropolitaine au travers de nos 21 implantations. Nous avons une organisation par marché, donc nous avons 3 marchés, entreprise, institutionnelle et immobilier. Sur l'entreprise, nous ciblons les ETI à partir de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur la partie institutionnelle, il s'agit d'accompagner les grandes collectivités, le secteur de la santé publique ou encore du logement social. Et sur la partie immobilier, nous ciblons les promoteurs immobiliers ainsi que les foncières. En fait, nous représentons à peu près 15% du marché de la promotion immobilière. Donc notre accompagnement, en fait, c'est d'accompagner ces dirigeants d'entreprises, ces décideurs locaux en région vers des activités pérennes, durables, donc sur les territoires.
Nous sommes, donc, comme vous l'avez dit, filiale d'un groupe coopératif, mutualiste, dont le siège social est basé à Brest, donc tout au bout de la Bretagne. Donc c'est notre singularité, c'est également notre grande fierté d'être d'être le seul groupe bancaire avec un centre de décision en région. Voilà, c'est ce qui fait on est sur une approche de la performance sur le temps long, plutôt que d'être sur l'immédiateté des marchés financiers. Notre groupe, Crédit Mutuel Arkea, a opté au printemps 2022 pour le statut d'entreprise à mission. Donc c'est un cadre contraignant, exigeant. Hein, donc c'est d'ailleurs, je pense, que c'est le plus grand niveau d'exigence qui a été fixé par la loi Pacte. Et voilà, c'est pas qu'un effet de façade ou de vitrine. Hein, vraiment, c'est la réalité de notre engagement. C'est ce statut d'entreprise à mission clairement infuse dans tout le groupe Arkea et au sein de chacune de ses filiales et structure notre plan stratégique. Et nous, chez Arkea Banque Entreprise et institutionnelle, le fait d'être filiale d'un groupe qui a opté pour ce statut, c'est naturellement l'opportunité d'affirmer nos engagements sur les sujets environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Voilà, c'est notre façon de pouvoir démontrer notre volonté d'agir en finançant les transitions. Est-ce que vous avez donc la première réalisation, c'est quelque chose qui fait part de l'ADN de l'organisation et finalement est traduit aussi dans les actions. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Comment est-ce que vous engagez vos clients, les parties prenantes dans les régions, dans les transformations écologiques, soit carbone, soit adaptation? En fait, nous avons une organisation commerciale avec deux types d'accompagnement. Donc d'abord, on a une offre ESG qui poursuit deux objectifs. D'une part, inciter nos clients à structurer leur approche ESG afin d'être capable de mieux identifier, d'anticiper les risques et les opportunités de leur activité sur leur marché. C'est le premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est de favoriser la mise en place de leurs projets de transition, qu'elle soit environnementale, sociétale ou de gouvernance. Nous faisons partie des premières banques françaises qui ont permis de démocratiser les prêts à impact en faveur des entreprises de type PME, ETI, avec le lancement de notre offre Arkea Pacte. Et voilà, en deux mots, ce financement à impact, il permet d'avoir un taux d'intérêt qui est indexé sur la performance ESG de l'emprunteur. Cette performance ESG, elle est naturellement appréciée par un tiers indépendant. C'est ni notre emprunteur ni nous à la banque qui apprécions cette trajectoire. Et cela va permettre pour l'emprunteur de bénéficier d'une économie sur les frais de financement qui peut aller jusqu'à 20% du coût du crédit. Voilà, donc cette offre de crédit à Arkea Pacte, depuis son lancement en 2019, elle a évolué. Et donc, depuis, on a créé Arkea Pacte Carbone, Arkea Impulse. Voilà, donc cette offre de crédit à impact, elle est à disposition de l'ensemble de nos clients. Et on a été également capable de mettre en place un pôle d'expertise pour avoir un accompagnement le plus pertinent des entreprises dont c'est l'objet social de travailler sur les sujets de transition environnementale. Nous sommes une équipe de 15 experts avec une capacité à travailler sur des sujets autour de 3 dimensions. Les énergies renouvelables, d'une part, donc que ce soit de la production d'énergie renouvelable ou du stockage d'énergie renouvelable. La deuxième dimension, c'est les sujets d'infrastructure environnementale, comme les réseaux de chaleur urbains ou encore des centres de tri ou de valorisation de déchets. Et la troisième dimension, c'est les sujets d'efficacité énergétique, bâtimentaire ou sur des process industriels. Voilà. Nous sommes, voilà, faut pas nous voir comme des ingénieurs. Voilà, l'expertise technique, elle est chez nos clients. Nous restons des banquiers, mais notre approche, en fait, va permettre d'aller au-delà du prisme habituel du banquier, d'être sur une analyse financière, de qualité de crédit de notre emprunteur. Non, nous, notre savoir-faire, ça va être capable d'appréhender les problématiques techniques, juridiques, assurantielles du projet.
et pour pouvoir structurer un financement qui va être vraiment en adéquation avec le besoin de ce type d'infrastructure. On parle d'investissements sur des montants conséquents, des investissements qui doivent s'amortir sur une durée très longue. Et donc voilà, concrètement, ça veut dire qu'on est capable ainsi de financer ces projets avec au moins 90% du plan de financement qui est assuré par la dette senior amortissable et avec des durées de financement qui sont classiquement sur 20 ans. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est quand même une approche particulière où on a une combinaison des incentives, des produits financiers innovants et en même temps une approche collaborative qui est alignée avec cette identité de banque coopérative. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je vais passer la parole et on a déjà eu un terme clé à Mathilde qui représente Schneider Electric. Cette question de structurer les projets, de travailler avec les grandes entreprises, c'est ton terrain d'expertise. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'on peut, les engager. Et on a aussi parlé beaucoup de la challenge de les engager dans une façon plus écosystémique. Donc, pas forcément seulement sur le champ, le terrain bas carbone, mais vraiment dans une transformation assez universelle. Merci Georgie, bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, tu m'avais parlé de différents termes, contribution climat, résilience, biodiversité, enfin tous ces termes-là. Du coup, là où je voudrais déjà commencer et pourquoi on a des entreprises qui investissent et qui mettent des capitaux privés dans des écosystèmes naturels. Donc là, on s'éloigne un peu du sujet qu'on était en train d'aborder pour aller sur des investissements du coup en dehors de la chaîne de valeur des entreprises, donc en dehors de tout le travail interne, mais se dire comment on contribue. Et en fait, cette contribution, en revenant en arrière, en revenant 11 ans en arrière, elle nous ramène à l'accord de Paris en fait en 2015. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'un des enjeux clés de l'accord de Paris, c'est de préserver les puits de carbone naturels notamment, donc les sols, les forêts et les océans. Et un point qui est clair à ce moment-là, c'est que cette préservation et ce déploiement massif des puits de carbone, il ne pourra pas se faire sans l'apport sans des apports financiers des entreprises. Donc ça ne pourra pas se faire sans le secteur privé. Et c'est très clair. Du coup, à ce moment-là, le cadre qui est développé en 2015 et qui est largement suivi aujourd'hui, c'est cette initiative SBT et donc Science Based Target. Et autour de cette initiative, il y a la logique de prendre la responsabilité pour les émissions résiduelles, celles qu'on n'arrive pas à réduire. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces investissements, on les connecte en fait à une trajectoire climat-carbone d'une entreprise, mais ça n'est pas que du climat et du carbone. Enfin, ça n'est pas que ces sujets-là. Juste pour revenir, aujourd'hui, SBT, pour tout le monde, a redéfini ce terme de Ongoing Emission Responsibility, donc vraiment cette notion de responsabilité. Pourquoi on parle de cette notion de responsabilité ? Je pense que c'est très, très important pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, la décarbonation interne, pourquoi on regarde à l'externe, c'est que la décarbonation interne ne suffit pas à elle seule à accélérer le net zéro mondial. Cette décarbonation, elle ne suffit pas à vraiment protéger la valeur à long terme et ni à couvrir les risques systémiques qui sont liés à la nature et au climat. Et c'est là où on a parlé beaucoup d'adaptation aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la logique de préserver et de faire face à ces risques-là. Donc en fait, on est passé d'une logique de réduction donc assez classique dans sa chaîne de valeur, à une logique plus large, plus complexe, plus complète, avec une combinaison de la réduction, de la contribution externe, donc ces investissements, mais également de la protection des systèmes naturels dont en fait toutes nos activités dépendent. Et c'est ça le plus important, puisqu'aujourd'hui, un autre terme, et vous en avez reparlé, donc c'est cette dépendance à la nature. Et pour reprendre un des secteurs qui est le plus cité aujourd'hui, le plus analysé, donc ce secteur des data centers, on en parlait juste avant, l'utilisation massive de l'eau pour le refroidissement, c'est vraiment une dépendance à la nature. Aussi simple, si on reprend vraiment pour faire simple, 2023, pour le refroidissement des data centers, on a eu besoin de 560 milliards de litres d'eau. Donc aujourd'hui, en fait, c'est clair et net, et ça c'est dans le dernier rapport de l'AILE. Donc on est vraiment
dans une logique assez claire que préserver en fait nos écosystèmes, donc investir au-delà de sa chaîne de valeur, contribuer, etc. Il y a une logique évidemment pour les entreprises de net zéro et une question de climat, mais pas que, c'est également et de plus en plus fondamental une question de résilience. Donc pour maintenir ou développer des économies, on ne peut pas le faire seulement au détriment de ressources qui deviennent de plus en plus rares, et tout le sujet de l'eau en est un vrai sujet, mais clairement aller, et en plus qui crée des tensions économiques, on ne parle pas des sujets géopolitiques actuels, mais on en a parlé ce matin pendant l'introduction de François Gémen, mais l'idée est vraiment de protéger cette valeur. C'est aussi une question de biodiversité, puisque finalement, pour faire très simple, et je pense que j'apprends rien à personne, mais c'est toujours bien de le rappeler, à quel point climat et biodiversité sont étroitement liés. Donc, si on ne prend pas en compte les sujets biodiversité au sein d'une stratégie climat, finalement, on passe à côté du sujet principal. Le changement climatique, évidemment, fragilise les espèces vivantes, les milieux, etc. Et en même temps, les écosystèmes en bon état permettent de réguler le climat en stockant du CO2 et en amortissant certains impacts. Ce que je trouvais très intéressant quand on avait eu notre échange, c'est que tu as dit c'est important aussi de combiner quelque chose dont on a parlé beaucoup, l'environnement, le carbone, avec le social. Et au début, je n'ai pas vraiment compris que tu as dit qu'il faut avoir une approche compréhensive. Tu nous as donné les preuves pour ça. Mais cette question sociale, la mobilisation, le côté communauté aussi, surtout dans le contexte des developing countries, c'était quelque chose qui était vraiment important pour toi. Et c'est pourquoi? Alors, ce n'est pas important pour moi, c'est surtout important pour ces communautés. Oui. Évidemment, c'est important pour moi en tant que personne. Enfin, voilà, mais l'idée, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, on utilise le carbone, dans la finance carbone, on utilise le carbone comme la métrique de financement qui va aller aussi permettre aux entreprises d'inscrire ce financement dans leur trajectoire net zéro. Et ça, c'est clé. Toutefois, si on se résumait qu'à cette métrique carbone, en fait, le projet ne se développerait pas. Ça serait impossible. Pourquoi ? Je vais vous prendre l'exemple d'un projet de restauration de mangroves, pour faire très schématique. En fait, sur chaque projet, il est essentiel d'avoir une approche systémique du projet. La restauration, ça ne consiste pas seulement à aller replanter quelques palétuviers quelque part et ça sera sympa, mais vraiment repenser l'usage du territoire. Et repenser l'usage du territoire, c'est en effet travailler avec les communautés locales et du coup avec les personnes qui ne sont pas bénéficiaires, mais qui sont eux en fait les développeurs de projets. Donc si on pense aux mangroves, c'est un écosystème, ce sont des écosystèmes qui sont multifonctionnels. Ça sert de zone de pêche, ça sert de source de bois de chauffe, ça sert de protection contre l'érosion côtière et les tempêtes, de réservoir de biodiversité, etc. Donc en gros, pour qu'un projet de restauration il soit crédible et sincère, de manière, fasse vraiment sens dans la stratégie climat d'une entreprise, c'est qu'il doit intégrer en fait plusieurs dimensions et pas seulement la dimension carbone. Donc, si on reprend la question de l'usage des terres, restaurer une mangrove, une forêt de mangrove par exemple, ça va impliquer parfois changer complètement les pratiques agricoles, les pratiques aquacoles qui sont existantes, ce qui nécessite là des alternatives économiques viables pour les populations locales. Sinon, ça n'a aucun sens et le projet ne sera pas pérenne. Donc, par exemple, aller chercher des activités génératrices de revenus qui vont être compatibles avec la conservation, donc que ce soit de l'aquaculture durable, de l'écotourisme, etc. Et du coup, on en revient aux impacts sociaux. Donc là, c'est la nécessité d'embarquer économiquement les acteurs locaux, mais également d'avoir des impacts sociaux et pas que environnementaux pour pérenniser sur le long terme et vraiment avoir une approche partenariale. Donc, dans cette approche, il est indispensable de co-construire un projet avec les communautés locales, non seulement pour garantir l'acceptabilité locale du projet et en faire un vrai projet, mais aussi pour assurer sa durabilité dans le long temps. Et donc, typiquement, ça va passer par du partage des bénéfices, par des programmes de formation, par vraiment une gouvernance inclusive du projet. Donc ça, c'est vraiment au niveau social. Super, merci beaucoup. C'est impressionnant et je pense là, on va vraiment comment évolue du côté purement financier, régulatoire, après la collaboration, les incentives, mais aussi un processus de collaboration qui fait que de sens si on a une vision écosystémique plutôt que focalisée. Je vais
passer le mot à toi, Eleanor, représentante de BNP Paribas. On a eu un petit échange un peu plus tôt sur la question de impact investing. Et tu as dit, oui, j'essaye de le faire, mais c'est difficile, donc tu travailles avec les investisseurs privés. Comment est-ce que tu les engages et qu'est-ce qu'ils attendent s'ils ont cet endroit ou ce terrain de la finance durable, de la finance à impact, peut-être, en tête? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. C'est un sujet, évidemment, qui nous porte beaucoup parce que qui dit finance à impact dit impact visible, impact mesurable et donc des sujets qui vont parler à des investisseurs individuels. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de finance responsable, ça reste extrêmement flou, c'est pas très clair. Parfois, ça pose le sujet de la crédibilité des investissements et on a beaucoup de clients qui ont peur du greenwashing, qui ont peur de la complexité aussi, pas que du greenwashing. Hein, j'avoue qu'on peut mettre les deux à égalité et qui se disent à quoi bon parce qu'on voit pas trop les résultats. Et quand on dit passage à l'échelle, voir comment est-ce que tout ça devient bien réel. Ils n'arrivent pas trop à voir le côté concret. Quand on parle d'impact investing, souvent on est sur des actifs privés, non cotés. Et là, on arrive à voir le côté concret. Maintenant, ce n'est pas la majorité de nos clients qui nous demandent de l'impact investing. Déjà, ils n'ont pas forcément ce mot qui leur vient naturellement. Et il ne faut pas oublier qu'un client d'une banque privée, il commence par remplir un questionnaire réglementaire d'abord, qui va permettre, et c'est hyper important, de savoir quel est son profil de risque, son profil qu'est-ce qu'on va être en mesure, nous, de leur proposer en fonction du risque qu'ils sont prêts à prendre. Et on a parfois des clients qui ont rempli un profil de risque qui n'est pas du tout en adéquation avec l'attente d'impact qu'ils ont envie d'avoir. Ils ont parfois envie d'avoir un impact extrêmement élevé. Ils nous demandent des choses que moi je trouve absolument formidables. Ils ont envie d'être là pour apporter l'argent qui est nécessaire pour bâtir des proof of concept. Ils disent mais utilisez mon argent pour de la quasi-philanthropie, pour établir des preuves. Et moi ça ne me dérange pas, même si c'est à perte. Je veux pouvoir être là parce que je sais qu'il y a besoin d'amorçage. Mais à côté de ça, c'est des clients qui ont coché qu'ils étaient extrêmement conservateurs, donc on ne peut pas leur proposer ce genre de possibilités. Et même s'ils avaient été extrêmement dynamiques dans leur profil, ça n'aurait pas été très facile parce qu'on n'a pas ça forcément sur l'étagère. Donc on a des clients qui nous donnent donc un profil de risque financier qui est très important. Il ne faut pas oublier non plus que dans une banque privée, on a des clients qui souhaitent gagner de l'argent. Donc, ils arrivent avec déjà un patrimoine conséquent, plus ou moins conséquent. On a des clients très, très riches. On a des clients qui sont, je dirais, juste riches. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques d'allocation de capital, de capacité d'investissement. Et il y en a qui veulent donc gagner plus d'argent et puis il y en a qui veulent juste préserver leur patrimoine. Donc, ils ne sont pas là pour nous pousser avec de la performance et attendre de plus en plus. Et donc, ils sont ouverts à toutes ces catégories porteuses d'impact parce qu'ils ont dépassé l'a priori du qui dit impact positif dit forcément devoir renoncer à une partie de performance financière. Ou alors ils sont prêts à renoncer à la performance financière si c'est à ce prix-là qu'ils vont avoir de l'impact. Donc on a beaucoup de cas différents. Et dans ce qu'on a comme, je dirais, écho de la part de nos clients, la grande majorité, et ça il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même assez important et c'est assez rassurant pour nous, c'est ils font confiance à leur banque. Donc je dirais que c'est un peu l'offre qui va faire la demande. Si on arrive avec une offre équilibrée, intéressante et qu'on leur explique correctement, qui ne leur fait pas peur, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue complexité, ils vont nous suivre. Et c'était le cas il y a 15 ans, ça reste le cas, c'est beaucoup l'offre qui fait la demande. Donc on a besoin d'avoir des produits diversifiés qui vont permettre une allocation de portefeuille pour tous les types de profils de risque, avec un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout d'impact. Donne-nous quelques exemples de vos activités. Quelle sorte de boulot est-ce qu'il faut encore faire pour faire la connexion entre un investing qui est plutôt ESG, on veut éviter les externalités négatives, et quelque chose qui est beaucoup plus orienté vers l'impact? Comment est-ce que vous engagez les clients? Qu'est-ce que vous offrez dans ce cas? Le premier travail, le plus important, c'est de former les banquiers.
Parce qu'il faut qu'on ait des banquiers qui soient à l'aise avec le sujet. C'est un sujet, on le sait tous, qui est extrêmement vaste. On ne peut pas tout savoir sur la sustainability, c'est impossible. Et on a des banquiers qui sont plus ou moins convaincus et qui ont plus ou moins peur du sujet parce qu'ils se disent, comme je ne le connais pas, ou pas assez, j'ai pas envie de m'embarquer dans ce domaine-là. Donc, première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est former nos banquiers. Une fois qu'ils sont à l'aise avec le sujet, ils vont pouvoir eux-mêmes poser les bonnes questions à leurs clients. Parce qu'on parlait du questionnaire réglementaire. Il y a depuis 2022 un questionnaire réglementaire sur les préférences ESG des clients qui a le mérite d'aborder le sujet. Alors, on l'aborde plus ou moins en profondeur selon les clients et selon les banquiers. Il y a des clients qui n'ont pas du tout envie de parler du sujet. Il y en a qui sont convaincus mais qui vont répondre qu'ils n'ont pas de préférence ESG. Donc, on est un petit peu, je dirais pas déçu par ce que ça a donné, mais on n'a pas forcément le pourcentage de clients qui ont émis des préférences ESG n'est pas forcément égal au nombre de clients qui ont des préférences ESG réelles. Parce qu'ils ont peur que ça réduise l'univers investissable, ils ont peur de la complexité. Encore une fois, c'est vraiment un mot qui revient souvent. Et les banquiers sont les premiers qui ont peur de cette complexité aussi. Donc, avant d'arriver à parler d'impact, il faut déjà passer les premiers niveaux. Il ne faut pas faire peur avec le vocabulaire. Et ça, c'est, je pense, une leçon qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit. On connaît nos sujets, on parle de biodiversité, on parle de finance à impact, on parle de termes extrêmement précis. Un client qui vient nous voir, il arrive avec son propre vocabulaire. Et si on parle de transition bas carbone, il ne va pas nous parler de transition bas carbone. Il va nous dire beaucoup plus simplement, je voudrais réduire mon empreinte carbone. Il n'a pas forcément en tête que réduction d'empreinte carbone, il y a ce qu'il fait chez lui et il y a ce que font ses investissements. Mais c'est hyper important parce que c'est avec ça qu'il vient. Une fois qu'il nous dit ça, il faut qu'on tire le fil. Donc il faut que le banquier, il sache dire « Ah très bien, j'entends ça. Est-ce que vous préférez, est-ce que vous avez déjà en tête plutôt de réduire vos externalités négatives ?» Donc on est sur ces filtres négatifs. Ou est-ce que vous avez envie de regarder le notch au-dessus qui est d'avoir un impact positif? Est-ce qu'on reste dans des investissements cotés qui vont avoir un impact forcément un peu moindre que dans les investissements non cotés? Est-ce que le client il est éligible aux investissements non cotés? Est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce que dans sa poche d'investissement non coté, il a encore de la place pour de l'investissement impact? Ça fait beaucoup de conditions. Et après, il y a une autre condition qui est hyper importante, c'est qu'est-ce qu'on a comme produit sur l'étagère? Parce que on peut avoir envie de faire énormément de choses. Il y a aujourd'hui un certain nombre de produits qui existent et c'est vraiment incomparable par rapport à il y a 15 ans. On a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui dans les fonds actions, les fonds obligations, les fonds émergents, dans les actions, dans les obligations, dans les produits structurés, dans les fonds alternatifs, les hedge funds. On a vraiment beaucoup de choses, dans le non-coté évidemment aussi. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. Mais, et moi c'est les clients que je préfère, on a parfois des clients qui viennent nous voir et qui nous disent « Alors moi, je voudrais avoir un impact sur le capital naturel en obligation. » Ok, alors là on regarde ce qu'on a, il y a des choses qu'on a, il y a des choses qu'on n'a pas, après on continue à filtrer et donc là on est dans de la demande très précise, on essaie de voir ce qu'on peut proposer et on essaie de pousser les lignes pour voir s'il n'y a pas des choses nouvelles qu'on pourrait créer et donc c'est une ouverture vers l'innovation. Il se trouve que chez BNP Paribas, on fait beaucoup d'innovations. C'est parfois des innovations qui ne s'adressent qu'à des clients institutionnels, parce que ça relève d'une complexité financière assez forte qui ne s'adresse pas à un client non professionnel. Mais parfois, on arrive à avoir des clients qui sont des quasi-professionnels à qui on peut proposer. Et là, je pense à des contrats à impact social. Je pense à des outcome bonds. Donc, c'est le degré au-dessus du green bond, je dirais. C'est vraiment c'est pas forcément un investissement dans un projet fléché, même si c'est le cas, mais c'est surtout un investissement dont le return va dépendre de l'atteinte d'un objectif d'impact. Et donc, ça peut être des objectifs environnementaux, des objectifs sociaux. Et ça, c'est des choses, voilà, on a envie de pouvoir mettre ces innovations à disposition de nos clients. C'est du réel impact, c'est mesurable, c'est intéressant, c'est pour un tout petit nombre de clients. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on a vraiment une palette très large. Tout ne s'adresse pas à tout le monde. D'accord. Donc, c'est une question de l'éducation, c'est une question de terminologie Ouais. et finalement, c'est aussi idéalement une question de co-construction, encore une fois. Ouais. Je suis conscient du temps. Je vais juste clôturer avec une ronde, disons, make a wish. Si vous pouvez formuler dans une phrase, peut-être 2 ou 3, mais pas plus, s'il y a quelque chose qui manque de votre perspective, s'il y a quelque chose, on peut dire, c'est vraiment ça qu'on a besoin de. Je vais commencer avec vous, Jérôme. C'est quoi?
a besoin d'avoir une industrie européenne qui couvre tous les maillons de la chaîne de la finance durable, y compris la partie data. D'accord, très clair. Cécile? Que le travail initié de coordination entre État, entreprises et acteurs financiers se poursuive, notamment autour des questions de données, de questions de quel concept de rentabilité, de dérisking, etc. C'est un travail main dans la main, le succès de la transition. Merci beaucoup. Mathilde? On a besoin de passage à l'action. J'ai parlé de beaucoup d'impact terrain, ça ne se fait pas sans financement, donc c'est important. Je crois que la semaine dernière nous a prouvé l'importance de passer à l'action. Super. D'attendre. Moi, je dirais que pour rendre cette finance durable crédible, ce dont on a besoin, c'est d'être capable d'avoir le courage de dire non, de ne plus financer les activités non durables. D'accord, ok. Voilà, nous, D'accord. on estime qu'on aime pouvoir dire qu'on choisit nos clients, mais on choisit aussi d'être capable de dire non. D'accord. Il faut faire accessible et possible quelque chose qu'on veut voir, mais on doit aussi éviter les choses qu'on doit éviter. Ok, d'accord. Éléonore? Moi, je dirais il faut qu'on arrive à passer à une finance qui soit capable de démontrer que les investissements ils vont réellement avoir un impact sur l'économie réelle. On n'est pas juste sur du wishful thinking, on n'est pas sur des promesses, mais on arrive vraiment à se dire, bah oui, ça, c'est pas juste un fonds qui a une tête de bas carbone, c'est vraiment un fonds qui va permettre de décarboner. Ça, c'est pas un fonds qui a une tête de biodiversité, mais qui va réellement avoir un impact sur la biodiversité. Et ça, je pense que quand on arrivera à faire ça, on va embarquer beaucoup plus d'investisseurs individuels. Merci beaucoup à tous et à toutes. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'on a apporté des perspectives très différentes, mais complémentaires. J'espère que vous avez eu la même impression. Et si jamais on a encore du temps pour un ou deux questions, vous êtes bienvenus. S'il reste encore un peu d'énergie. Mais sinon, on est assez bien concernant le temps, je pense. C'est parfait, vous avez été parfait, Georgi. Un grand merci à tous les intervenants. Nous avons quelques minutes pour des questions. Et si effectivement vous avez encore un peu d'énergie, on va pouvoir échanger. Une minute. Dans une minute, on peut poser quelques questions. Donc quelques minutes, le ministre est juste derrière la porte. Il fait une interview et il nous rejoindra. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Alors, le service de micro s'est arrêté à 18h. Donc je démarre mon service. Merci, bonsoir. Éric Bourdon, vicaire, Simon Vicaire. On a besoin en tant qu'industriel lourd de financement, pas seulement en France, pas seulement sur des choses purement durables, mais aussi on a besoin de se financer dans des pays émergents pour poursuivre notre croissance. Et si nous, on ne fait pas cette croissance et si l'on ne suit pas la croissance de la démographie, donc avec un marché en croissance, si on n'installe pas des nouveaux lignes de production nous-mêmes qui respectent l'environnement au mieux, au maximum, dans le cadre de la réglementation locale, c'est quelqu'un d'autre qui prendra le marché et qui sera bien moins regardant sur l'aspect environnemental. Si nous, on n'est pas financé pour ça, parce que c'est pas bien, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, un Nigérian, un Chinois. Voilà. Et au global, la planète ne va pas se décarboner. Donc la question, c'est, j'ai l'impression, mais j'ai peut-être pas bien compris, que financer, dès qu'il y a un bout d'un grain de carbone, c'est de charbon, c'est pas bien, c'est caca. Sauf que si, du coup, vous ne nous financez pas, ce sont d'autres pays, d'autres acteurs à l'étranger qui le feront, et là, on ne va pas décarboner la planète. D'accord. Qui veut prendre ça? C'est connecté à cette remarque de dire non aux choses qu'on ne veut pas. Moi, je suis plutôt d'accord, mais Anne-Sophie? Je pense qu'il faut être capable parfois de faire des zooms et des dézooms. Donc moi, je vous ai dit que j'étais en charge d'un sujet d'expertise, mais la banque ne se limite pas à mon activité. Et vraiment, notre approche, justement, c'est d'être capable de pouvoir échanger directement avec les dirigeants pour comprendre votre stratégie globale et d'appréhender votre trajectoire globale. Et de voir avec vous comment on construit cette stratégie d'accompagnement. Donc nous, naturellement, on va
on va prioriser nos actions de financement sur des projets les plus vertueux, mais on va aussi être capable de mettre en place des financements non affectés aux projets vertueux, des financements plus sur la partie corporate, des enveloppes de CAPEX corporate, où on va apprécier avec vous la stratégie durable globale de votre entreprise. Mais voilà, pardon si je vous ai un petit peu titillé tout à l'heure. Ça marche, merci, ça me Non, rassure. mais je pense de l'autre côté, c'est aussi une question de construire un écosystème qui est vraiment utile pour soutenir les choses qu'on veut vraiment voir. Et je pense que c'est dans cet esprit-là où on dit finalement on veut pousser plutôt la mission globale des entreprises vers une direction. Et si on ne fait pas ça, ça ne fait pas trop de sens d'avoir le reporting, d'avoir le cadre régulatoire. Ouais. Je crois que Cécile Goubet veut rajouter. Oui, bien sûr, Cécile. Non, aucun souci. C'était juste pour ajouter aussi, souligner l'importance de la question des plans de transition et des trajectoires et qui n'ont pas forcément vocation à être regardés point par point, année après année, et avoir une vision peut-être plus globale de l'ensemble de la trajectoire et des moments d'investissement clés aussi. Et sur les investissements, notamment dans les pays émergents où il y a de vraies questions qui se posent, que vous avez très bien souligné. Il y a peut-être aussi un enjeu, et là on retrouve cette question de partenariat, on va dire politique, entreprise, financier, qui est de se dire quand on accompagne un pays dans des projets de décarbonation, ça peut être du changement de vecteur énergétique, ça peut être une construction entièrement nouvelle, etc. Mais il faut aussi pouvoir apprécier la démarche globale avec qu'est-ce qu'on fait à tel moment, avec quel type d'investissement et qu'est-ce que ça donne par rapport à un scénario contrefactuel. Et c'est pour ça que les politiques ont aussi un rôle énorme à jouer là-dedans pour continuer à maintenir la dynamique de politique de décarbonation au niveau international. Très bien, je vous remercie Gorgui pour avoir réussi le défi de tenir ce délai. Un grand merci à tous les intervenants de cette table ronde sur la finance. Voilà, je vous invite à les remercier et puis nous...